Et salut les rôlistes, c'est Lozatal. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va s'attaquer à Pathfinder, la colère des justes, une campagne Paizo pour l'univers de Golarion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pathfinder, c'est un dérivé de Donjons et Dragons 3.5 et qui a pas mal de petites différences bien sympathiques. Alors, toujours dans l'aspect présentation, en attendant que ça charge, c'est édité et créé par Allcat, qui est une petite entreprise qui s'est construite sur le modèle du Kickstarter avec Pathfinder Kingmaker. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un let's play aussi sur Kingmaker, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il y a pas de problème. Par contre, si je le fais sûrement une version un petit peu plus réduite où les temps de trajet entre les différents lieux, enfin, vous verrez si jamais je fais, hein. Mais du coup, je vais couper tout ça histoire de pouvoir aller un peu plus vite dans, dans le jeu. Alors, pour la colère des juges, j'ai déjà commencé moi à faire une partie, puisque le jeu est actuellement en bêta et je ne peux pas aller au-delà de l'acte 3. Alors, ce qu'on entend par acte, ça correspond par rapport à la campagne. La campagne se divise en 6 livres, donc il y a 6 actes. Et je ne peux pas vous montrer plus que, du coup, l'acte 2. Dès qu'on commence l'acte 3, top, c'est terminé. Bon, je vous rassure, ça nous va tenir un bon moment puisque il y a, sur une échelle de vidéo de 30 minutes, on va mettre vraiment longtemps avant d'arriver à l'acte 3. Et d'ici là, il y a bon moyen que le jeu soit sorti, hein, puisque là, comme je disais, on est sur la bêta, le jeu sort normalement aux alentours de juin-juillet si tout va bien. Ah, bon, on n'est pas à l'abri d'un éventuel retard, Kingmaker avait été retardé, et à sa sortie, il était bourré de bugs. Mais c'est pas très grave, puisque un service comme Allcat, j'en ai rarement vu. Ils ont vraiment tout donné pour réparer au maximum les bugs qui étaient présents à la sortie, pour en quoi, allez, un mois et demi à peine, nous sortir un jeu, certes qui était déjà sorti, mais qui était vraiment nickel, nickel chrome, quoi. Alors c'est parti. On va commencer par créer un personnage. Et ce sera sûrement l'objet de cette première vidéo, à tel point l'éditeur de personnage est complet. Alors voilà. Pour ceux qui connaissent Kingmaker, ça a quand même pas mal changé, hein. On a toujours le principe d'avoir des portraits, on va dire, standards, ceux-là. Voilà. Mais on peut aussi importer des portraits personnalisés. Donc si vous avez une bibliothèque d'artwork, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Alors, moi, il y en a un qui m'intéresse. Je sais pas si vous jouez à Magic the Gathering, mais vu que on a la possibilité de suivre en voie mythique la voie du Dragon d'Or, je me suis dit qu'un personnage lié au dragon, ce serait plutôt cool. Ah, le plat. Voilà, Sarkhan. D'ailleurs, on va pas s'emmerder, on va l'appeler Sarkhan, notre personnage. Alors, voici la liste des classes. Et comme vous voyez, chaque classe a ce qu'on appelle un archétype. Il va venir modifier quelques éléments de la classe, ou complètement la classe quasiment. Il va rajouter encore plus de saveur. Alors, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas d'archétype. Le Donjons et Dragons 3.5, hein, pas 5ème édition. Il n'y a pas d'archétype, mais par contre, il y avait énormément de classes de prestige. La direction prise par Paizo, c'était moins de classes de prestige, il y en a toujours, mais beaucoup moins, mais beaucoup plus d'archétypes pour ajouter de la saveur un petit peu à toutes ces classes. Alors nous avons l'alchimiste, il balance des bombes et il fait des mutagènes. L'arcaniste, c'est un mélange entre le magicien et l'ensorceleur. Le mélange, alors le magicien, on va y venir tout de suite, hop, voilà, on y va tout de suite. Le magicien, lui, c'est le lanceur de sorts classique, il a son bouquin, il prépare ses sorts, et il a accès à beaucoup de magie. L'ensorceleur, lui, ne prépare pas de sorts, il s'en bat les steaks. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est il a une petite liste de sorts et il les lance comme il veut, il se fait plaisir. Le magicien est basé sur l'intelligence, tandis que l'ensorceleur est basé sur le charisme. Alors, le charisme dans ce jeu, c'est pas uniquement, on va dire, à quel point vous êtes beau. Non, non, c'est pas que ça. C'est aussi la puissance de votre héritage, c'est aussi un petit peu ce que vous dégagez, mais aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, l'ensorceleur, il a un lignage, il a des pouvoirs qui lui sont propres, qui lui viennent de ses ancêtres, et du coup, c'est basé sur son charisme. Tandis que le magicien, ses pouvoirs sont basés sur l'étude, donc l'intelligence.
Bon, c'est dit comme ça paraît évident, mais globalement, ça reste quand même un petit peu, voilà quoi. C'est des fois la justification, il faut aller la chercher un petit peu plus loin. Mais bon, c'est le principe de ce genre de jeu. Donc nous avons le barbare, gros bourrin, hein, qui s'énerve. Vous connaissez bien le classique, les différents archétypes. Personnellement, j'aime bien l'invulnérable enragé, puisque c'est un barbare en armure lourde. Donc déjà qu'un barbare est inarrêtable, alors imaginez-le en armure lourde, c'est un enfer. Nous avons le barde. Alors lui, c'est Monsieur Compétences, hein, il les a toutes. D'ailleurs, si vous regardez, les compétences ici sont en réalité des regroupements de compétences par rapport à ce qu'on trouve sur la version papier. Par exemple, nous avons l'éloquence, qui est un mélange entre bluff, diplomatie et intimidation. Bon, ça c'est plus simple. Hop. Nous avons le cavalier. Alors le cavalier, ça correspond au chevalier. Et du coup, il va avoir une monture qui est nouveau par rapport à Kingmaker. On peut maintenant monter des créatures. C'est cool. Nous avons le chaman. Le chaman, lui, il va se battre avec la puissance des esprits. Bon, il va toujours se battre avec une épée, on va pas déconner. Mais il va pouvoir invoquer des esprits pour venir l'aider, l'assister en combat ou débuffer ses compagnons et ses ennemis. Nous avons le chasseur, tireur, principalement, on va pas se mentir, plutôt avec un arc, même s'il n'est pas obligé. Et il va avoir un compagnon animal. Alors le chasseur, c'est ce qu'on appelle une classe hybride, comme l'arcaniste, c'est-à-dire que, et le chaman d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va prendre des éléments de plus de deux classes, les fusionner un petit peu et créer une nouvelle classe. Alors quand je dis les fusionner un petit peu, c'est exagéré, hein. Disons que on retrouve des similitudes dans la manière dont ça a été construit avec d'autres classes, mais c'est quand même des capacités qui sont uniques. Donc, par exemple, le chasseur, c'est druide et rôdeur, si je dis pas de bêtises. Nous avons le cinétiste, c'est l'une des seules classes issues des classes occultes. Le cinétiste, donc, lui, il va pouvoir maîtriser un élément, mais il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Plutôt cool. C'est beaucoup plus fort en réalité dans la version papier, puisque comme on maîtrise l'élément comme on veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut et faire n'importe quoi. Là, en l'occurrence, c'est forcément, on est dans un jeu vidéo, donc les choses sont un peu plus dirigées, mais ça reste quand même très appréciable, puisque le cinétiste est finalement une sorte de lanceur de sorts, mais qui n'est jamais à court de magie. Bon, ce sera pas forcément de magie puissante, mais au moins, il en a toujours. Et ça, c'est bien. Hop, ensuite, on va voir le druide. Le druide, donc le gars qui est entouré par la nature, il va avoir éventuellement accès aussi à un compagnon animal, donc c'est toujours sympathique, et surtout, il se transforme. Donc le sorceleur, on l'a déjà vu, nous avons le guerrier. Ai-je besoin vraiment d'en parler? C'est le truc le plus standard qu'on puisse trouver. Il est compétent pour taper, et il est compétent pour taper de différentes manières. C'est vous qui choisissez sur la manière dont vous voulez taper, mais il tape. Nous avons l'inquisiteur. Inquisiteur, donc lui, il est lié à une divinité et il tue les hérétiques. Pas toujours de manière propre. C'est un gros bourrin. Et il peut aussi, avec le... On n'a pas archétype là, mais c'est aussi l'une des classes les mieux équipées en ce qui concerne les invocations de créatures. Avec l'archétype monstre... Monster Tactician, je me souviens pas, je connais pas le nom en français, je suis même pas sûr qu'il ait été traduit. Mais du coup, ouais, parce qu'en fait, il peut donner les déons de travail en équipe à toutes les créatures qu'il invoque, ce qui peut être du coup très fort. Bon, en l'occurrence là, l'inquisiteur, c'est pas nécessairement cette méthode-là, ça peut être aussi un gros bourrin qui tape au corps à corps ou à distance. Alors, magicien, on a déjà vu. Le magus, c'est un magicien, mais au corps à corps, qui peut utiliser des sorts, les mettre dans son arme et taper avec. Donc, par exemple, nous avons l'archer occulte. Son arme, du coup, ça va être un arc. Nous avons le rejeton étrange qui est plutôt cool, qui lui permet d'avoir un lignage d'ensorceleur. Et aussi, du coup, de ne pas être sur son intelligence, contrairement aux d'autres archétypes de magus, mais d'être sur son charisme, vu qu'il a un lignage. Ensuite, nous avons le moine.
sont considérées comme la classe la moins bonne. Pour une raison simple, c'est parce qu'en fait, elle demande énormément de caractéristiques à mettre partout. On en a besoin de force pour faire les dégâts, on a besoin de dextérité pour pas se faire toucher, parce qu'on peut pas porter d'armure. On a besoin de constitution parce que sinon, bah, on meurt. On a besoin. Non, l'intelligence, ça va, on n'en a pas besoin. On a besoin de sagesse parce que c'est avec ça qu'on peut utiliser le ki qui permet de faire des actions un petit peu spéciales. Et puis ça se rajoute aussi à la CA, donc à notre défense, en plus de la dextérité, donc c'est important. Et le charisme, je crois pas qu'on en ait besoin, mais c'est déjà pas mal d'avoir 4 caractéristiques primaires. En général, c'est 2. Alors, nous avons ensuite l'oracle. L'oracle, c'est comme le prêtre, mais version ensorceleur. C'est-à-dire que on va avoir des sorts divins, mais au lieu de les lancer en mode je les prépare avec le lanceur divin, il n'a pas de grimoire, mais c'est un peu l'idée quand même. Il a une liste de sorts énorme et il choisit lesquels il veut lancer dans la journée. L'oracle, lui, c'est pas ça. Et il va avoir accès qu'à un nombre limité de sorts, mais il pourra les lancer comme il veut, comme pour l'ensorceleur. Mais il y a des trucs sympas avec l'oracle, qui va aussi avoir ce qu'on appelle, puisqu'il va pas avoir de lignage, il va avoir des mystères et des malédictions. Alors malédiction, c'est un truc négatif, mais qui donne quand même des petits bonus sympathiques. Alors je vais pas donner d'exemple parce qu'on va pas s'amuser à faire un oracle. Et de toute façon, l'un des compagnons qu'on va avoir est un oracle et je compte bien le prendre. Non, il va surtout avoir des mystères. Les mystères, ça va être, comment dire, c'est la manière dont il reçoit ses pouvoirs. Et ça va définir en fait toutes ces révélations. Alors je balance plein de termes, mais en gros, un mystère c'est rempli de révélations, et à chaque fois qu'on gagne une nouvelle révélation, on peut choisir laquelle on prend. Donc c'est plutôt intéressant. Et les oracles qui sont très sympas, hein, les oracles de la vie qui font littéralement un prêtre qui soigne. Mais on peut avoir des oracles qui vont lancer des sorts de feu, des oracles qui vont te taper dessus au corps à corps, alors qu'ils portent pas d'armure, parce que pourquoi pas. Ensuite, nous avons le paladin. Ai-je besoin vraiment de décrire un paladin? C'est un mec loyal bon qui se bat pour une divinité, si possible bonne, parce que sinon c'est un peu bizarre. Sinon, en fait, c'est un anti-paladin et je ne crois pas qu'on ait la classe. Alors, ensuite, nous avons le prêtre. Alors, le prêtre, il peut autant, comment dire, être un petit peu un paladin dans l'esprit, puisqu'il peut te taper dessus pour propager sa foi. Par contre, le paladin, lui, n'a pas intérêt à propager la foi. C'est pas vraiment son but premier. Tandis que le prêtre, un peu plus, mais il est surtout orienté. Il est vu surtout comme un soigneur, et comme quelqu'un qui peut te taper dessus plutôt bien. Mais pas forcément que ça en réalité. On peut tout à fait faire un prêtre qui vénère une divinité mauvaise et qui ressuscite des hordes et des hordes et de morts vivants. Il est même très bon dans ce domaine. Alors le prêtre combattant, c'est un peu la même idée que le prêtre. Et lui, il est vraiment orienté pour te taper dessus. Je pense que le nom est assez clair. Le roublard. Le roublard, donc, il va être discret et il va te taper par derrière, si possible, pour déclencher ces attaques sournoises qui vont faire beaucoup de dégâts. Un roublard bien placé peut facilement être le personnage qui fait le plus de dégâts dans une équipe. Peut même, je crois, bien dépasser le barbare, qui est quand même assez bourrin dans le domaine. Alors, le rôdeur. Le rôdeur, c'est pas forcément un archer d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir des terrains de prédilection, des créatures qu'il ne peut pas supporter du tout et contre lesquelles il va être plutôt fort. Alors, si dans la plupart des aventures, le rôdeur, c'est pas non plus la folie, parce que si vous n'êtes pas sur votre terrain et si vous combattez pas les créatures qui vous intéressent, vous êtes quand même vachement moins intéressant. Mais si vous êtes contre elles, oh boy, vous allez être puissant. En l'occurrence, pour la colère des justes, où on va se battre contre des démons dans des terres désolées, et je pense que c'est assez facile de deviner sur quoi il faut partir. Donc du coup, ça peut être une très bonne classe pour cette aventure. Le sanguin classe hybride, qui va mélanger du coup le barbare et l'ensorceleur parce que c'est fun. Taper avec une grosse épée tout en te lançant quelques pouvoirs de temps en temps et en ayant un lignage, c'est toujours intéressant, on va pas se mentir. Et surtout, ça permet aussi, comme on a l'ensorceleur, d'avoir comme caractéristique primaire le charisme. Ce qui, en tant que personnage principal, futur commandant d'une armée, j'aurais dit, si on était en Kingmaker, j'aurais même dit futur roi, c'est quand même sympa d'avoir soi-même ses propres compétences
de charisme. Alors, le Skald, autre mélange, autre classe hybride, puisqu'il va mélanger le barbare, et ouais, on y reste, le barbare c'est toujours intéressant, et le barde. Donc ça va être quelqu'un qui va vous chanter des épopées héroïques tout en détruisant ses ennemis à la pointe de sa hache. La subtilité. La sorcière. La sorcière, c'est du coup, et je sais pas si vous connaissez le Warlock chez Donjons et Dragons, mais c'est un petit peu la même idée. La sorcière, ou le sorcier, hein, ça peut être un homme, tire ses pouvoirs d'une entité étrange, et cette entité va, ou pas, ça dépend du MJ surtout, lui demander de faire des choses. Le sorcier ou la sorcière peut même ne pas être conscient du tout de l'origine de ses pouvoirs, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, il va avoir un familier, et c'est ce familier-là qui va servir ben, de livre de sorts, en fait. Que le familier mange des parchemins, ce qui lui permet d'apprendre des sorts. Alors, dans cette version-là, justement, du jeu sur un jeu vidéo, le familier, j'ai pas trouvé comment lui apprendre de nouveaux sorts. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, c'est le familier qui apprend les sorts à la sorcière. Hop, donc on a toujours des trucs bien sympathiques. Ah oui, j'oubliais, la sorcière a aussi des maléfices. Alors, le maléfice, c'est pas forcément une malédiction, hein, mais ça peut être par exemple soigner, ça peut être faire s'endormir des gens, ça peut être leur filer la ch'touille, etc. Il y a pas mal de choses à faire avec la sorcière, c'est très sympa. On aurait bien fait une, mais il se trouve qu'il y a déjà un autre personnage très sympa, un compagnon, et j'aime bien ne pas faire doublon avec les compagnons qui sont donnés en jeu. Ensuite, le tueur. C'est un rôdeur mélangé à un roublard, sachant que le rôdeur est déjà un petit peu un roublard sur certains bords. Autant dire que là, globalement, si vous croisez votre ennemi, il est mort. Je pense que le nom est assez clair. Alors, nous, ce qu'on va faire pour cette partie-là, nous allons partir sur un sanguin avec l'archétype sang d'acier. Parce que comme ça, on fait un bourrin avec une grosse armure, histoire de pas mourir. Donc on va avoir une rage sanguine, qui est toujours sympathique, hein, ça donne des bonus pour la touche et les dégâts, des bonus à la volonté. Bon, on perd un peu de CA, mais c'est pas trop grave, parce que dès qu'on aura accès à la magie, on pourra se lancer sur soi-même bouclier, qui donne plus de la CA, ou ça fait rien, et on gagne des points de vie temporaires, c'est toujours sympathique. 2 PV par DV, donc ça correspond finalement à 2 points de vie par niveau. Le lignage, évidemment, on va prendre un lignage draconique. Déplacement accéléré pour aller un peu plus vite. Et heureusement, parce qu'on va avoir besoin. Bon, je vous fais pas la liste de toutes les capacités de classe. Ouh, ça va jusqu'au niveau 1. Hop là, race. Alors, contrairement à Kingmaker, on en a déjà un petit peu plus, puisqu'on a l'Oréade, le Dampire et le Kitsune. Oh oui, le Kitsune, il est sympa. D'ailleurs, il y avait eu un sondage, c'était soit Kitsune, soit les hommes rats. Et j'ai voté pour Kitsune, et j'ai bien fait. Regardez-moi ça. Petit pas stylé. Alors les Kitsune, normalement, ils peuvent adopter une forme humaine ou une forme, entre guillemets, hybride, leur forme naturelle, c'est-à-dire celle-ci. Et avec certains dons qui ne sont pas présents dans le jeu vidéo, peuvent aussi se transformer complètement en renard. Alors, je comprends pourquoi ils n'ont pas ajouté ce don-là. Mais du coup, en partie, ça peut donner des choses très sympas avec du coup un personnage qui peut complètement changer de forme quand il veut, comme il veut. C'est très marrant. Le Dampire, c'est globalement un enfant de vampire. À peu près, hein. Du coup, c'est assez sympathique et original. Dans beaucoup de lore, les vampires ne peuvent pas faire d'enfants, mais là, ils ont réussi et ça donne ça. Nous avons les Oréades. Les Oréades, c'est des hommes cailloux. En gros. Les Tieflins, rejetons démoniaques ou diaboliques. En fait, ce sont des humains, on va dire principalement, mais ils pourraient être en réalité de n'importe quelle autre race. Il n'y a rien qui le spécifie, qui oblige que ce ne soit pas des humains, mais bon, pour le coup, ça fait des humains, et qui auraient eu un lien. Alors ça peut être un lien parce qu'il y a eu un viol, parce qu'il y a eu des relations entre un ancêtre et un démon ou un diable, et ça a fini par donner un tieflin. Mais ça peut être aussi simplement à cause d'un pacte qui a provoqué la naissance d'un tieflin, c'est tout à fait possible aussi. Du coup, voilà, tieflin, engeance entre guillemets maudite.
souvent mal perçus par la société, et ça se comprend. Hein. Ils ont des démons, ils ont des cornes, ils ressemblent à des démons. Ils sont souvent, mais pas forcément, attirés par le mal, à cause de leur sang. Quand je dis pas forcément, c'est qu'on peut trouver des paladins Diomédae, donc déesses entre guillemets justes, etc. Des paladins Tieflin, il n'y a pas de problème, hein. On peut en trouver. Alors nous avons ensuite les Azimars, c'est exactement l'inverse. Eux, ils sont touchés par les célestes, par les anges et autres créatures bonnes qui ne sont pas de ce plan. Sinon, ça fonctionne exactement de la même manière, hein, c'est le même principe. Et personnellement, je trouve les Azimars complètement cheatés. Puisque la plupart des races, les bonus de caractéristiques qu'ils donnent, en général, ça va être genre plus 2 dans une caractéristique, plus 2 dans une autre, et moins 2. Les Azimars, c'est plus 2, plus 2. Ah, les malus, c'est pas pour eux, hein. Ils sont trop beaux, ils sont trop parfaits. Demi-orc. Mélange entre un orc et un humain. Et oui, les orcs sont pas jouables dans cette version. C'est dommage. Et donc, les demi-orcs, c'est des gros bourrins, hein. Ils ont des bonus en force. Ils meurent pas. Ouais, quand je dis ils meurent pas, c'est qu'en fait, quand ils descendent à 0 point de vie, ils font ouais, non, allez, je combats encore un peu. Ça m'arrête pas. C'est pour les faibles, tout ça. Demi-elfe. Bon, bah, mélange entre elfe et humain, hein. Je pense que c'est clair. Alphelin, c'est des hobbits. Non, mais cherchez pas, c'est des hobbits. C'est tout comme des hobbits. Ensuite, le gnome. Le gnome, alors, c'est sympa parce que les gnomes, en fait, ne sont pas originaires de Golarion, ils sont originaires du premier monde. Bon, je vous fais pas le lore du premier monde, mais en gros, ils sont pas vraiment d'ici, et du coup, ils ont une sorte de... Ils vivent longtemps, mais, ils subissent ce qui s'appelle l'affadissement, qui les rend petit à petit mornes et fous. Du coup, pour éviter ça, les gnomes ont tendance à être frivoles, à faire des blagues, etc., pour égayer leur quotidien, histoire de ne pas sombrer dans la folie. Bon, je vous rassure, ça vient avec le temps, hein. Quand on joue un gnome jeune, on n'a pas trop ce problème-là. Le nain. Ah, vous prenez le nain de Tolkien, c'est la même chose, hein. À peu de choses près, c'est pareil. L'elfe. On n'est pas très loin non plus de Tolkien, en fait, hein. Et enfin, les humains, le standard, le classique, l'habituel. Alors, nous, on va partir sur un humain. Et oui, je sais, vous allez me dire, mais du coup, Lozatal, tu manques d'originalité. Ouais, c'est bon, j'ai assez d'originalité comme ça avec mes autres persos. Non, je joue humain, ce coup-ci, c'est par simple côté pratique, puisque l'humain, il va avoir des dons supplémentaires, il va avoir des compétences en plus, et on en a besoin, parce que le sanguin, il en donne pas beaucoup de compétences, et les dons, on va en avoir besoin pour pouvoir faire un build bien costaud avec. En réalité, on pourrait aussi partir sur Azimar, hein. Il n'y aurait pas de problème, mais là, niveau héritage, ce serait chelou, parce que ça veut dire qu'on aurait du sang de dragon, du sang d'ange, et du sang d'humain. Il y a un moment, il faut se décider. On peut pas être tout à la fois. Allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir, on va dire qu'on a un Azimar. Juste pour le pourquoi pas. Alors, dans l'héritage, du coup, on va prendre 100 d'ange. Pourquoi? Parce que ça donne plus de la force, plus de charisme, et c'est pratique. On va pas se mentir. Vu qu'on va être un personnage basé sur la force et le charisme, autant se faire plaisir. Hop! Et en plus, ça marche, ça va bien marcher avec l'histoire qu'on va avoir. Alors, on va donner plus de charisme. Whoop, voilà. Et on va se donner plus de force à fond. Voilà. On va inverser. Toc. La force est plus important. Et il nous reste 2 points qu'on va gentiment mettre en constitution. Bof, pourquoi faire? Plus de points de vie. Ouais. Ou alors plus de compétences. On a que 3 compétences. Ça va peut-être bien passer à 4. Bon, on va compter sur les bandeaux pour ça. Allez, constitution. Alors, c'est là qu'on s'amuse. Donc on va mettre forcément un point en éloquence parce qu'on est classe. Perception, on verra plus tard. On va mettre athlétisme et mobilité. Histoire de se mettre plutôt pas mal dans un premier temps. Alors, les dons. Cette fois-ci, on n'en a choisi qu'un seul. C'est dommage. On va forcément prendre l'attaque en puissance. On sacrifie un peu de touche, mais on tape plus fort. Et en plus, on a une version mythique plus tard qui va être plutôt sympa. Hop. Alors, ensuite, un trait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On en a plein. Alors, ça, c'est nouveau. Il n'y en avait pas dans Kingmaker. Donc là, on en a vraiment beaucoup.
Donc par exemple, ici, on pourrait ajouter éloquence à la liste des compétences de classe et avoir plus en diplomatie. C'est plutôt pas mal. Mais il faut quand même prendre un truc qui fasse un peu sens au niveau de notre histoire. Alors, quel genre de bonus il pourrait être intéressant? Formé avec des armes, formé au bâton et fléchettes, la blague. Ok. Ah, il est encore là-dedans, j'avais pas vu tiens, ça. Alors, stimulant, là. J'ai une créature et je lui donne un point de vie. Ouais, pauvre. Résistance. Ah, il y a des problèmes de traduction. Bon, on va pas tous se les faire, on va faire un truc simple. On va dire qu'on était un combattant et que nous étions un mercenaire. Voilà. Standard. Alors, c'est-il notre papa? Notre papa, ce sera un dragon d'or. Eh oui, et avoir la classe. Alors pourquoi or, hein, c'est assez facile, c'est parce qu'il crache du feu. On aurait par exemple le dragon noir qui va cracher plutôt de l'acide. Et moi, je veux cracher du feu. Alors, je sais, c'est sous-optimal. Le dragon noir serait été beaucoup plus intéressant. Mais je kiffe les dragons d'or, le feu, tout ça. C'est toujours sympa, on va pas se mentir. Pourquoi c'est sous-optimal? Je vous explique tout de suite. La plupart des créatures dans Golarion ont assez facilement dans leur stats des résistances au feu. Hein, dès qu'il y a une créature extraplanaire, vous pouvez à peu près parier qu'il aura une résistance au feu. Tandis que les résistances à l'acide, il y en a très très peu. Du coup, avec de l'acide, vous êtes sûr de faire des dégâts. Mais bon, on va rester sur l'or, parce que c'est cool. Hop. L'alignement, bon, on va être chaotique bon, hein, on est quand même un gros bourrin. On pourrait prendre n'importe quoi, mais on est des gens, on est un gars bien. On est un gars bon. Hop, c'est parti. Alors l'apparence, malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup de changements dessus. Je ne peux pas changer sa pilosité faciale, par exemple. C'est encore une bêta, je rappelle. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une bêta, ils auraient quand même pu ajouter les choses. Oui, mais je crois pas que ce soit la priorité, hein, on va pas se mentir. On va changer un peu la coiffure. Voilà, un cheveu blanc, c'est toujours plus sympa. Est-ce qu'on se donne des gros muscles? Ouais, non. On va rester en mode normal. Visage, par contre, on peut le changer. Ouais, avec un petit côté un petit peu vénère, c'est toujours sympa. Teinte, ça nous donne quoi ça? Ah ouais, on est un peu bronzé, c'est cool. Allez, c'est parti. Couleur principale. Ah si, les cheveux, faut que je change de couleur parce que ça. Le jaune, y a pas moyen. Ah, y a pas noir. On sera brun. Et on reste avec des yeux jaunes. Ouais. Oui, on va regarder ça. On va mettre un peu de rouge ici. J'avais plus pétant. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Dommage pour les yeux quand même, hein, mais bon. Alors, la voix. On va partir sur courageux, ça me paraît pas mal. Et enfin, le nom. Alors, je vous avais dit, on va pas s'emmerder. Sarkhan. Il dit si ça écrit comme ça, mais c'est plutôt cool à écrire comme ça. Hop. Et voici notre personnage. Et ça veut dire que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous rassure, la deuxième vidéo va arriver d'ici très peu de temps. Et dans lequel nous allons cette fois-ci commencer l'aventure. Donc, je vous attends sur la prochaine. Donc, n'oubliez pas de laisser... de mettre un petit j'aime, de éventuellement laisser un commentaire, notamment si vous voulez que je fasse un let's play sur Kingmaker, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine.